organisé avec le cabinet Diel et Piper sur les ordonnances Macron. Alors nous allons revenir, vous allez le voir, sur les points saillants de cette réforme, sur également la loi de ratification, sur l'ordonnance Balai. Nous avons pris le parti de nous focaliser sur les grands changements de cette réforme et pour des aspects plus techniques, pour aller plus loin sur des éléments plus précis, le cabinet Diel vous conviera à des ateliers plus pratiques sur tous ces sujets. Alors on a le plaisir et l'honneur de donner le coup d'envoi de cette conférence avec Pierre-André Humbert, le conseiller social de l'Élysée depuis mai 2007. Pierre-André Humbert, vous êtes la cheville ouvrière de cette réforme du droit du travail, puisque, je le rappelle, vous avez précédemment œuvré au sein des cabinets Sapin, Rebsamen et El Khomri. Alors on va vous laisser la parole, vous allez nous répondre à la question au fil rouge de cette journée. Est-ce que cette réforme renforce l'attractivité de la France et est-ce que finalement on va tordre le cou à ces reproches bien connus sur la rigidité de notre marché du travail? Pierre-André Humbert, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, oh là, et là, si je n'étais pas réveillé, je le suis désormais. Écoutez, merci de m'avoir invité à ouvrir cette journée, enfin cette matinée, au cours de laquelle vous allez passer en revue des aspects essentiels de la réforme. Et donc, sans les déflorer et rentrer dans le détail, il me revient de répondre à cette question fondamentale et au-delà, au fond, sur ce qu'on attend des réformes qui sont mises en œuvre par les ordonnances, mais bientôt qui seront des lois, puisque le projet de loi de ratification des ordonnances est lui-même en cours de processus et devrait s'achever aux alentours du mois de février. Sur les ordonnances, au fond, et à travers la réforme qui est voulue, on voit bien qu'on a voulu, au fond, j'allais dire, instaurer une nouvelle ère. Ces ordonnances marquent une transformation extrêmement profonde de la manière dont est organisée les régulations du marché du travail. Elle ne se suffit pas à elle-même. Et comme vous l'avez tous remarqué, nous sommes déjà rentrés dans un nouveau cycle de réforme avec la formation professionnelle, l'assurance chômage et l'apprentissage. Mais elle y contribue grandement, tant le droit du travail est quelque chose qui est à la fois très prégnant dans la vie quotidienne des entreprises et, comme vous le rappeliez, parfois vu comme un désavantage compétitif par les investisseurs internationaux. Les ordonnances, au fond, créent un nouveau système de régulation qui va mettre au cœur de notre réglementation du marché du travail l'accord collectif. Et le point principal, c'est l'accord collectif d'entreprise. Ce que l'on a cherché à décider à travers l'ensemble de ces réformes qui vont transformer la pratique, vos pratiques quotidiennes, de manière substantielle, et plus encore dans le futur que dans l'immédiat où il faut d'abord appréhender l'ensemble des finesses et des urgences qui sont posées dans vos entreprises par les réformes proposées. Mais ce qui est vraiment le point le plus important, c'est que nous avons cherché à trouver une forme de réponse à la mondialisation et de sortie par le haut de notre économie en encourageant une régulation qui soit au plus proche des besoins des entreprises et des aspirations des salariés. Car au fond, l'accord collectif d'entreprise qui est au cœur du droit du travail, celui par lequel on laisse les acteurs au plus près du terrain décider par eux-mêmes des règles qui régissent leur vie quotidienne. Car l'entreprise, c'est une collectivité, mais c'est aussi qui a des impératifs qui sont extrêmement différents d'une entreprise à une autre. L'organisation du travail n'est pas la même. Les besoins de ses clients étant différents, on a aussi des besoins de fonctionnement qui varient. Et puis, on ne fonctionne pas de la même manière selon que l'on est inséré totalement dans l'économie mondiale, dans les échanges, sur des vocations plutôt européennes ou régionales. Et donc, ces insertions différentes dans le marché des biens et services conduit à des demandes très différentes et des besoins très différents des entreprises pour fonctionner. Ce qui est bien que quand vous essayez de répondre à l'ensemble des problématiques qui sont posées par les entreprises sur leur nécessité de fonctionnement par la loi, vous en venez à ce qu'on a trop connu par le passé, d'énoncer une règle générale et puis immédiatement et pendant des années de lui mettre des exceptions. Et donc nous avons de belles règles générales et puis ensuite, comme la pratique et la réalité est toujours plus diverse que ce que le législateur
a pu imaginer au départ, nous nous retrouvons avec une flopée d'exceptions. Cela conduit à faire grossir le Code du travail, à rendre illisible aussi pour les uns et les autres notre réglementation. Et en plus, au final, nous n'avons jamais, parce que la réalité est toujours plus diverse que ce qu'on peut imaginer, nous n'avons jamais résolu toutes les difficultés particulières. Si bien que le changement de logique qui est voulu à travers ces ordonnances, c'est de partir d'un présupposé très fort qui est que, au fond, faisons ce pari de la confiance, ce que le président de la République avait dans son discours d'Albi appelé le pari de la confiance démocratique. Confions aux acteurs qui sont eux-mêmes au plus près du terrain la mission d'adapter les règles qui leur convient le mieux. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout se fait en entreprise, qu'il n'y a plus de code du travail, qu'il n'y a plus de règles générales. Mais au fond, ce qui règle tant les systèmes de rémunération que la manière dont on organise le temps de travail, dont on organise le travail au sens large, a vocation à être organisé par l'accord entreprise. Et cette capacité d'organisation de la vie de l'entreprise par l'accord collectif, on la retrouve dans tous les thèmes. Vous la retrouvez dans la manière de fonctionner au quotidien. C'est la détermination de l'agenda social. Demain, une entreprise pourra organiser son agenda social de consultation, de négociation, qui soit vraiment en lien avec ses problématiques stratégiques. Et que si à un moment donné, une consultation sur les orientations stratégiques a du sens sur 3 ans plutôt que sur 1 an, eh bien ça se fera sur 3 ans. Si on a envie de négocier temps de travail et salaire d'un même bloc sur plusieurs années, eh bien il sera tout aussi possible de le faire. Et il en est de même pour l'ensemble des consultations et négociations. Et on redonne d'ailleurs, ce faisant, une fonction stratégique extrêmement forte à la fonction RH. C'est que ça ne devient plus, au fond, le dialogue social, la chose un peu difficile que l'on fait une fois qu'on a décidé de tout le reste, mais ça peut devenir une composante réellement stratégique de la manière dont on envisage la conception et le déploiement d'un projet. Et donc la latitude, elle est donnée sur toute cette organisation, mais elle vaut aussi sur, au fond, l'adaptation à l'évolution de l'environnement de l'entreprise. Et comme nous parlions d'attractivité, les questions qu'on nous pose souvent quand des investisseurs viennent pour s'implanter dans notre pays, c'est bon, mais si ça se passe mal, comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter? Est-ce que je vais pouvoir, sans délai ou avec les délais les plus courts possibles, pouvoir me réorganiser, me transformer, changer? Car ma peur, je mesure vos avantages sur le moment, mais ma peur, c'est que au moment où il faudra changer, je ne puisse pas le faire. Et de cette façon, je serai coincé et ça sera un énorme préjudice pour l'entreprise. C'est vraiment la question qui se pose en amont parce que, et vous le savez puisque vous le pratiquez, on nous dit parfois souvent, et y compris des interlocuteurs qui nous disent oui, mais quand même les entreprises ne s'interrogent pas de comment elles licencient à chaque fois qu'elles investissent. C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est faux parce qu'effectivement, elles n'ont pas l'intention de licencier au moment dit, mais c'est vrai dans la mesure où elles se posent la question de si j'investis là, comment je pourrais faire si un jour je rencontre des vents qui sont, d'un point de vue business, plus mauvais. Et donc, la capacité de dire que dorénavant, avec l'accord d'entreprise, vous avez des capacités d'adaptation à tiède, à froid, à chaud, et que par l'accord collectif, au fond, et vous rentrerez dans le détail des ruptures conventionnelles collectives, des nouveaux accords de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, de la capacité de conclure des accords de compétitivité, de la capacité de développer des plans de départ volontaires. Je veux dire, je ne vais pas, et ça sera l'objet de ce point, mais la philosophie profonde, c'est que par l'accord collectif, vous pouvez adapter l'ensemble des paramètres et la puissance publique a pour vocation à vérifier 2 choses importantes. La première, c'est la loyauté de la négociation. Car si vous faites le pari de la négociation collective, il faut que la négociation soit loyale, donc il faut que les informations soient partagées, et il faut être capable de mettre tout sur la table. Et le deuxième aspect, c'est de vérifier que ceux qui signent soient légitimes à le faire. Et c'est pour cela d'ailleurs que la cohérence de l'ensemble de ces réformes, c'est le passage à la signature par des organisations syndicales qui représentent la majorité des suffrages exprimés. Et de là, on a vraiment, je vais dire, la quintessence de la confiance. Vous négociez ce que vous souhaitez, et nous avons tenté de tirer les leçons du passé, c'est-à-dire qu'on essaye, quand il y a un accord à faire, et vous le noterez à l'examen des textes, non pas de vous dire, vous négociez, puis vous allez négocier petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, petit f, etc. Parce qu'on fait confiance à la négociation, mais on va vous expliquer quand même comment il faut la faire, ce qui
m'a toujours surpris du point de vue de l'État qui est un expert de la négociation collective, comme chacun le sait. Et en fait, on a une conclusion très simple. Si vous faites ça, il n'y a pas d'accord. Quand on essaye d'expliquer et de faire rentrer les gens par différentes sous-cases dans la négociation d'un accord collectif, il n'y a pas d'accord à la fin. Ou alors des accords purement formels. La négociation collective nécessite une forme de souplesse, de plasticité. Il faut que vous puissiez tailler votre costume sur mesure. Et au fond, c'est bien ça dont il s'agit avec ces lois, c'est à chacun de pouvoir tailler son costume sur mesure aux besoins de son entreprise, au sens de la collectivité elle-même au global. Donc ça, c'est vraiment le point qui est fondamental et qui va être une marge inédite qui est donnée à l'accord d'entreprise. Alors évidemment, donner une marge à l'accord d'entreprise, c'est à la fois ambitieux, c'est aussi exigeant, parce que qui dit accord d'entreprise dit accord, et c'est pas toujours simple d'obtenir des accords d'entreprise. Il faut que la culture de l'accord se diffuse, évidemment parmi la direction de l'entreprise, le management, mais aussi que cette culture de l'accord d'entreprise se diffuse auprès des partenaires sociaux. Merci. Et donc ils se saisissent aussi de ces leviers. Et c'est pour ça que ce type de réforme prend du temps. Le deuxième aspect très fort de cette réforme, c'est la simplification du dialogue social. Et nous ne mésestimons pas la transformation réelle et symbolique que le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT fait peser sur les organisations. Symbolique car au fond, depuis plus d'un siècle, près d'un siècle, depuis près d'un siècle, nous avons empilé les structures. Nous ne les avons jamais rationalisées. Et c'est la première fois au fond que nous tirons les conséquences de ces évolutions en disant que nous passons dans un monde aussi qui est différent, dans lequel nous souhaitons avoir un dialogue social qui soit plus stratégique et qui évite de découper en rondelles les questionnements pour que, avec souvent d'ailleurs les mêmes élus, mais qui ont une casquette différente selon là où ils sont élus, vous reveniez à chaque fois sur les mêmes thèmes dans un exercice assez stérile qui s'éloigne des préoccupations et des salariés, et évidemment alors du chef d'entreprise qui, lorsqu'il le peut, le délègue à son DRH, qui lui-même, dès qu'il le peut, le délègue à son directeur des relations sociales. Et l'on voit à cet exercice combien le caractère stratégique du dialogue social s'éloigne au fur et à mesure que vous complexifiez l'exercice formel. Donc il n'y aura plus qu'un seul comité économique et social. C'est une transformation majeure. Ça sera une simplification. Un gain de temps aussi sur les consultations récurrentes. Puisque avec moins d'organes à consulter, moins de risques de percuter les délais des uns et des autres, nous allons avoir des délais qui sont plus ramassés par nature et qui correspondront surtout à une fonction véritablement stratégique. Car au fond, la question, et l'on prend du devenir des salariés, de l'organisation du travail, du bien-être au travail, ne se saucissonne pas aussi simplement entre différentes instances. Et mieux vaut avoir un endroit où on étudie les conséquences d'une organisation sur les salariés sous des formes organisationnelles, donc des formes économiques, sur ses impacts ergonomiques, plutôt que de séparer le problème en de multiples instances et de multiples expertises. Donc on recentre vraiment, et ça c'est la simplification, et avec une option sur une simplification ultérieure qui est le conseil d'entreprise. Le troisième pilier de la réforme, au fond, c'est ce qui concerne... je vais en faire 4, allez. Le troisième pilier de la réforme, c'est celui des petites entreprises. C'est la première loi, ce sont les premières ordonnances qui s'adressent directement à la moitié des salariés qui vivent et travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Car il aurait été paradoxal de faire le pari de la négociation collective pour tous, de le présenter comme le moyen d'être compétitif, de s'adapter aux défis auxquels font face les entreprises, mais que pour la moitié des salariés et 90% des entreprises, on leur dirait désolé, c'est pas pour vous, car vous n'avez pas la possibilité d'avoir une négociation collective avec des délégués syndicaux, puisque vous n'en avez pas. Alors, vous n'en avez pas pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais l'état de fait est qu'il n'y en a pas. 4% de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 10 à 50 salariés, il n'y a pas de négociation collective. Ce n'est pas un fait nouveau.
Et d'ailleurs, les partenaires sociaux eux-mêmes avaient, dans l'accord Interpro de 1995, qui était juste après la crise de 93, c'est jamais anodin en fait ces réflexions qui sont post-crise, avaient déjà souligné qu'il y avait une réelle problématique sur les moins de 50 salariés et qu'il fallait trouver les voies adaptées pour leur permettre de développer la pratique contractuelle dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'est ce que font les ordonnances, puisqu'elles permettent, là où il y a un délégué du personnel, de lui donner l'intégralité des pouvoirs d'un délégué syndical en négociation, et même dans les entreprises de moins de 20 salariés où il n'y aura pas de délégué du personnel, de donner la possibilité aux chefs d'entreprise, sur le champ de la négociation collective, de proposer des adaptations à ces salariés qui devront les ratifier par référendum. Le quatrième volet, qui est un volet extrêmement important, qui est celui de l'attractivité au stricto sensu. Ce que nous avons essayé de faire à travers l'exercice de rédaction des ordonnances, c'est aussi de repérer au fond, les irritants, de repérer tous les éléments de notre code du travail, je ne dis pas qu'on les a tous changés, mais beaucoup, qui, au fond, n'apportent absolument aucune valeur ajoutée aux salariés et qui apparaissent comme une exception en Europe, voire une exception dans le monde, et qui finit par conforter cette idée que le droit du travail serait chez nous beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Non pas que la pratique soit si différente que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais au fond, ce sont ces irritants qui font que vous devez demander une information qui est dans notre pays pas la même que dans un autre pays. C'est cet irritant qui veut que lorsque vous lancez un projet de fusion et de réorganisation, vous êtes tous les pays européens sur la même ligne de départ et qu'à la fin du processus, celui qui termine en dernier, c'est souvent la France. Non pas que le projet a été changé d'ailleurs en France, mais simplement qu'on a pris plus de temps. Et donc on a essayé de repérer ces initiatives. Et là, typiquement, je prends quelques exemples, mais ils sont nombreux en fait dans les ordonnances. Le premier aspect, c'est le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement. Un sujet difficile, évidemment, parce que le thème l'est difficile, puisqu'il s'agit du licenciement économique, et donc un thème par nature conflictuel. Mais au fond, nous avons une législation qui vise pour motiver la cause économique, à prendre en compte non seulement la situation en France, mais même du point de vue du secteur d'activité concerné en Europe et dans le monde entier. C'est pas la loi d'ailleurs qui l'a écrite, c'est la jurisprudence qui l'a construite. Et il se trouve que nous sommes une exception dans le monde. Je voudrais dire qu'on n'a pas trouvé un seul autre pays au monde qui avait cette manière d'envisager les choses, dont on peut comprendre la cohérence initiale, mais qui produit des effets qui sont assez dévastateurs dans la perception que les autres finissent par avoir de la manière de faire une réorganisation en France. Et au fond, on s'aperçoit de deux choses. D'une part, ça n'a jamais empêché les réorganisations de se faire. Et malheureusement, on ne peut conclure, à la lecture des évolutions de l'emploi industriel, par exemple, que notre pays est celui qui a connu le plus de pertes d'emplois industriels sur les 17 dernières années, et que notre protection ne devait donc pas être si efficace que cela à prendre en compte le périmètre mondial du licenciement économique. Et surtout, je veux dire, c'est que ça se traduit par des demandes que nous sommes les seuls à faire à la maison mère ou au board lorsqu'il faut engager une organisation, où vous demandez, au fond, les comptes de toutes les entités et de prouver que les bénéfices faits à l'autre bout du monde ne viennent pas compenser les pertes qui sont réalisées en France. C'est un point qui est à chaque fois vraiment identifié par les directions générales et qui, même s'il n'a pas d'effet réel sur la mesure de la réorganisation qui est faite, ça détourne beaucoup de pouvoir faire une organisation en France qu'on dit « Ouh là là, ça deviendra très très compliqué si nous devons changer ». Indépendamment de la réalité de ce que les entreprises rencontrent, on a à la fois des effets de représentation qui ont des conséquences performatives. Et donc, il faut traiter les représentations, et en traitant les représentations, on a des impacts réels sur la capacité d'attirer des investissements dans notre pays sans rien retirer aux salariés, puisque c'était une protection totalement inefficace. Autre élément classique, mais que vous avez rencontré tous, c'était la question du reclassement à l'international. Nous sommes aussi les seuls, en Europe, j'imagine ailleurs aussi, à proposer des postes et à mettre dans l'obligation de reclassement les postes à l'international.
non pas que ça soit un problème de proposer un poste international, mais quelle était la conséquence pratique? Eh bien, vous demandez au DRH Europe, voire au DRH Monde, l'ensemble des postes disponibles dans les autres pays, parce que là, on est en train de réorganiser l'entreprise dans le pays. Euh, Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Et moi, je l'ai souvent vu en allant à l'international, c'est de ça qu'on vous parle, en disant, mais chez vous, vous me demandez des postes, et parfois, quand ils ont des avocats très scrupuleux, ils vont leur dire, mais ça serait bien aussi de les geler pendant cette période. Alors là, c'est un succès garanti. Donc vous me disiez que ça va pas chez moi, il faut que je gèle, etc. Ça, tout le monde s'en souvient. Vous faites une tournée, on vous parle de ces éléments-là. Est-ce que ça a un impact à la fin sur le reclassement des salariés? Zéro. Des mobilités, j'en ai vu des réorganisations des centaines, on peut les compter, les mobilités internationales, sur les doigts d'une main. Et je suis sûr d'une chose, c'est que ces mobilités qui sont faites à l'international, elles auraient été faites même sans obligation légale, parce que j'ai rarement vu un groupe qui, quand elle avait un salarié avec un potentiel important, préférait le licencier plutôt que économiser les coûts du licenciement et utiliser son capital et son expérience dans un autre pays lorsque il y avait des possibilités de reclassement. On le voit, on le trouve sur beaucoup d'aspects. Et puis, il y a un autre aspect qui rencontre à la fois l'intérêt des TPE-PME et l'intérêt de l'attractivité, c'est la question de la certitude des coûts. Nous avions, au fond, quand vous réfléchissez dans les facteurs d'attractivité d'une entreprise, il y a une chose que le business n'aime pas, c'est l'incertitude. Et donc, nous avions auparavant la spécificité d'avoir une incertitude à la fois sur les délais d'une réorganisation et une incertitude sur les coûts. Dorénavant, nous n'avons plus d'incertitude. Sur les délais, ils sont encadrés par les délais préfixes et maintenant, avec quelques années de recul, nous voyons que ça fonctionne bien sur l'ensemble des réorganisations. Et puis, nous avions une incertitude sur les coûts. Non pas que ce soit les coûts du plan social lui-même, c'est de l'ordre de la négociation et chacun dans sa pratique voit à peu près là où nous pouvons atterrir. Mais il y avait une incertitude sur, oui, mais si après on a des contentieux au prud'homme, ce qui est tout à fait le droit des salariés, qui n'est pas de méprise, eh bien, je ne sais pas combien derrière ça va coûter. Et là, vous aviez deux situations très différentes. La première, c'est que vous sous-estimez l'enveloppe, et je ne connais rien de pire dans une organisation et dans une grande entreprise que de devoir revenir en disant « vous m'aviez prévu une enveloppe pour faire l'organisation, mais en fait, il faudrait mettre un peu plus parce que finalement, on a beaucoup de contentieux qui coûtent cher. » Ou alors, vous prenant les devants, vous faites une espérance et vous faites un risk assessment, et comme vous savez qu'en moyenne, ça sera ça, mais que vous ne pouvez pas exclure le fait que ça sera un peu plus élevé, eh ben, vous allez vous situer un peu plus élevé. Si bien que dans la considération du projet ex-ante, vous allez apparaître comme étant extrêmement cher. Et donc, on voit bien que les deux situations sont assez négatives sur la capacité à développer de l'investissement dans notre pays. Alors, quand on parle des petites entreprises, cette incertitude, alors pour le coup, elle est totalement bloquante, parce que ça veut dire que pendant des années, il y a une espèce d'épée de Damoclès que le chef d'entreprise va avoir au-dessus de sa tête. Et là encore, il y a des effets de représentation très forts. Et pour avoir mené beaucoup d'enquêtes auprès de petites entreprises, tout le monde a un ami ou un collègue qui a un collègue qui a un collègue et qui a dû mettre la clé sous la porte à cause d'un prud'homme. Je ne dis pas que le cas ne se rencontre pas, mais ce qui est suffisamment signifiant, c'est le fait qu'eux-mêmes se disent que nous nous trouverons face à cette situation qui les conduit à ne pas vouloir recruter. Et à se dire au fond, je suis plus heureux tout seul à faire mon business plutôt que si je recrute. Je ne gagnerai pas forcément plus d'argent en développant mon activité qu'en restant petit comme je suis. Et là, vous voyez bien en fait la perte d'emploi potentielle extrêmement forte. La manière dont nous avons eu de le résoudre, il a été sans originalité finalement de se caler sur ce que font nos voisins. Car au fond, des plafonds d'indemnisation existent en Allemagne, en Italie, et que cela permet deux choses. La première, c'est que c'est une juste réparation d'un salarié lorsque un juge aura décidé qu'effectivement, il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement. Mais c'est aussi la capacité pour les uns et les autres de dire au maximum, cela coûtera tant en fonction de l'ancienneté. Et ce faisant, notre conviction profonde, c'est que nous diminuerons les recours contentieux qui durent jusqu'au bout. Et que nous favoriserons des transactions amiables qui permettront aux salariés de rebondir plus vite et aux chefs d'entreprise, quand il s'agit des plus petites, de passer à autre chose. Comme pour les grandes, il sera plus facile de dire
voilà le coût maximum, et donc il n'y a plus d'incertitude. Et là, c'est un élément extrêmement important pour les deux d'attractivité, comme pour les petites entreprises, de se dire, il y a un plafond, eh bien, libre à chacun de négocier plus vite, sachant que l'espérance du gain ne peut pas dépasser X mois. Ce n'est pas une mesure de restriction, même quand on n'a pas fait un barème par hasard. On s'est aussi calé sur les pratiques qui existaient. Mais on évite la dispersion que nous trouvions et qui n'était d'ailleurs franchement pas satisfaisante, que pour un même cas, en fonction de la cour d'appel où vous étiez jugé, vous pouviez avoir un jugement qui allait de 1 à 3 fois celui d'une autre cour d'appel pour un cas similaire. Donc le juge continue à avoir sa liberté d'appréciation du quantum à l'intérieur des limites qui ont été fixées par le législateur sur l'absence de cause réelle et sérieuse. Donc vous voyez, il y a à la fois dans ces ordonnances, au final, une vraie volonté transformatrice qui tire parti de l'évolution des 30 dernières années pour fixer une nouvelle forme de régulation du marché du travail basée sur l'accord collectif d'entreprise. Et nous avons aussi la volonté, parce que nous croyons au dialogue social et qu'il ne peut pas y avoir de bon accord collectif s'il n'y a pas un bon dialogue social, à cette volonté de simplification, mais aussi d'apporter des réponses à ce qui constitue les difficultés de la vie quotidienne dans une entreprise et les facteurs d'attractivité du pays. C'est au fond ce qui caractérise ces ordonnances dans leur complétude. Alors, j'allais dire, c'est résumé comme cela, ça paraît toujours sympathique. Quand vous voyez effectivement l'ampleur des textes qui modifient, je comprends qu'il y ait besoin de nombreuses séances de formation comme celle-ci. Et j'allais dire, c'est une séance inaugurale qui en appellera d'autres. Les avocats ont un rôle particulier à jouer dans les mois qui viennent pour être un peu les traducteurs aussi de ces ordonnances et pour les faire acclimater dans la pratique. Et puis, c'est vous, en entreprise, au fond, qui allez décider du sort qu'il faudra donner à ces ordonnances. C'est à vous de vous saisir de la capacité collective qui vous est donnée. Et c'est au fond entre vos mains que le gouvernement a souhaité mettre la capacité d'action. Nous regarderons, nous évaluerons, nous entendrons, nous sommes à votre écoute sur les ajustements parfois nécessaires, sur les incompréhensions, sur la manière de venir en appui des salariés comme des directions d'entreprise pour que l'ensemble du système fonctionne plus efficacement. Donc, j'allais dire, nous, notre travail n'est pas complètement fini, mais en revanche, le vôtre, il est certain qu'il fait juste que commencer. Merci. Merci beaucoup Pierre-André Humbert. Je crois qu'on a tous pris du coup la mesure stratégique et puis philosophique de cette réforme. Vous avez dit des mots très forts, changement de logique, loyauté, légitimité, prévisibilité. Donc on voit que tous ces mots-clés, ils dessinent les contours de ce qu'est l'attractivité et de la manière dont on pourra la renforcer. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes, sans trop manger sur notre timing, mais pour prendre quelques questions dans la salle, si vous en avez, avant de passer aux éléments suivants. Oui, bonjour Monsieur le conseiller. Dans les différentes négociations que vous avez entreprises au moment de ces ordonnances, est-ce qu'il a été évoqué par vous, ou les partenaires sociaux, l'espèce de serpent de mer, qui est une bombe à retardement, la modification de ce qu'on appelle les seuils sociaux? Merci. Alors, sur les... alors c'est vous qui le qualifiez vous-même de serpent de mer, donc je ne reprendrai pas l'expression, mais sur la question des seuils, d'abord, ce qu'on a tenté de faire, c'est... en réalité, la question, il n'y a pas eu de transformation des seuils. Pour la bonne raison, de toute manière, c'est que quand on parle des seuils, généralement, on ne parle pas de les faire disparaître, parce que par nature, vous n'allez pas mettre la même régulation d'une entreprise de 1000 salariés à celle de 10 salariés. Donc, on parle parfois de déplacer les seuils ou finalement de rendre les transitions entre deux seuils qui soient plus progressives. Et moi, il me semble qu'à travers la reconstruction d'une seule instance autour du CSE, avec des compétences qui sont différentes en fonction de la taille, on a essayé finalement de rendre plus, j'allais dire plus, je ne vais pas faire de l'anglicisme, ce serait horrible, puis en plus, mais qui soit plus lisse entre les différents seuils. Donc, moi, je crois qu'on a tenu compte des spécificités des tailles des entreprises. On a toujours en tête d'essayer de ne pas renforcer les effets de seuil, à tout le moins. C'est pas si simple que ça en réalité, parce que à chaque fois qu'on envisage une évolution, on se dit bon, est-ce qu'elle est justifiée pour une petite entreprise?
est-ce qu'elle est justifiée pour une PME, est-ce qu'elle l'est pour une ETI ou une grande entreprise. Et nous avons des réalités sociales qui sont diverses, au fond. Et du point de vue des relations sociales, nous avons des mondes très différents. Vous avez le monde des entreprises de moins de 20, où l'exception est une représentation du personnel. Vous avez le monde des entreprises de 20 à 100, je veux dire, indépendamment du seuil de 50, où vous avez une représentation du personnel croissante, mais pas de délégués syndicaux. Et vous avez les entreprises à partir de 300 salariés, qui ont en gros un taux de couverture avec des délégués syndicaux d'environ 96%. Et là, vous passez dans un monde de négociation collective qui est plus affirmé. C'est toujours très difficile, au fond, d'avoir une réglementation qui s'applique exactement pour toutes les tailles d'entreprise. Et donc, vous êtes toujours un peu conduit à faire des seuils. Alors, ce faisant, vous pouvez dire qu'il faut combattre les seuils, et on l'a en tête pour pas qu'il y ait des effets de passage qui dissuadent éventuellement de grandir. C'est pas du tout le but, mais en même temps, on se dit, et à chaque exercice pratique, qu'il faut aussi ne pas mettre des obligations qui soient strictement les mêmes. Donc, c'est plutôt dans l'idée de se dire qu'il faut une progressivité qui permette que les changements ne se fassent pas par à coup. C'est un peu ce qu'il y a, finalement, on retrouve en creux dans les ordonnances. On prend une autre question et puis après on passera à la suite. Je vois une main, madame, derrière là. Oui, monsieur le conseiller, bonjour. En matière de plafonnement, n'y a-t-il pas, vous avez créé un plafonnement, mais n'y a-t-il pas un risque qu'il soit contourné par le biais notamment d'une inflation dans les conditions vexatoires, des indemnisations pour conditions vexatoires du licenciement, qui viendrait annihiler finalement les plafonds que vous avez mis en place? Parce que vous n'avez pas mis finalement un plafonnement toutes causes confondues. Et comme je sais que les juges, on l'a vu en matière pénale, ont toujours beaucoup de mal à ce qu'on leur impose, à l'époque c'était des peines planchées, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les juges rechignent à ce qu'on puisse leur imposer des peines plafond et qu'il y a un risque de contournement finalement de ce plafonnement qui était plutôt une mesure de bon sens? Alors, on va laisser monsieur Humbert répondre, mais c'est quand même le sujet d'une des tables rondes d'une quarantaine de minutes à la fin de la conférence. Donc vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse, mais nous savonnez pas la planche non plus complètement pour le panel qui sera en fin de matinée. Oui, juste en 2 mots. La première, il est naturel que le plafonnement n'englobe pas l'ensemble des motifs. Et cela étant, c'est la même chose en Italie comme en Allemagne. Et donc, évidemment, vous ne pouvez pas le faire tout motif confondu parce qu'on doit être obligé de rester sur l'absence de cause réelle et sérieuse. Et j'allais dire, non seulement ce n'était pas souhaitable, mais de toute manière, on ne serait pas passé si vous, au Conseil constitutionnel, si vous enfermiez les libertés fondamentales dans la capacité du juge à les apprécier et à sortir du barème. Après, moi, je ne suis pas si inquiet que ça, parce que, et je vais juste y répondre, parce que moi, je n'ai pas de méfiance naturelle à l'égard des juges, que ça soit clair, mais surtout que quand vous regardiez la pratique, je veux dire, les uns et les autres, enfin, je vois les avocats qui sont devant moi, je veux dire, tout le monde sait et a connaissance des barèmes qui sont utilisés dans telle ou telle cour d'appel. Certes, ils ne sont pas officiels, mais ils existent, ils sont officieux. Et quand vous regardez la distribution des jugements, quand vous sortez, il y a une étude qui est sortie sur 4000 jugements de cour d'appel. Ça dessine une courbe qui est assez similaire. Le problème, ce n'est pas la courbe en fait qui nous pose problème. Le problème, c'est quand il y a des points qui vont dans tous les sens et qui sont très éloignés. Parce que vous créez une difficulté d'attente, parce que du coup, dans l'espérance du début, vous dites bah, faut que je me mette très haut. Et puis, vous créez des situations entre les justiciables pour des mêmes cas, comme je le rappelais, qui sont très différentes. Donc, l'essentiel de la pratique n'est pas très éloigné de ce que l'on propose. Après, ça va converger et évidemment, je ne doute pas qu'il y ait, qu'on surveille avec attention les premières décisions qui pourront être à côté, en dehors, etc. Mais très sincèrement, dans ces cas-là, il vaut mieux regarder ce qui sera 90% des décisions, des 10% qui feront les délices des gazettes spécialisées. Pierre-André Humbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir posé le cadre pour que maintenant nous puissions dérouler tout le détail de cette réforme. Merci beaucoup de votre présence. Merci.